La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en application de l'article 34 alinéa 1 de la Constitution de la proposition de résolution réaffirmant la nécessité d'une solution à deux États et condamnant l'institutionnalisation par l'État d'Israël d'un régime d'apartheid consécutif à sa politique coloniale. Discussion générale. Monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a un peu plus de 10 ans, lorsque je siégeais à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Organisation de sécurité et coopération en Europe, l'OSCE, toute la délégation française, de l'UMP aux communistes en passant par les centristes et les socialistes, avait voté contre une résolution allemande visant à assimiler la critique de la politique d'Israël dans les universités et dans la presse à de l'antisémitisme. Nous avions voté contre au nom de la liberté d'expression. Les polémiques qui entourent le débat de cette résolution démontrent à quel point le consensus républicain de l'époque a désormais volé en éclats. Pourtant, je vous appelle, mes chers collègues, avec gravité, au-delà de l'attachement profond que nous avons à l'existence de l'État d'Israël, à porter un regard critique sur la dérive illibérale et coloniale de cet État pour trouver le chemin de la paix. Cette résolution est une contribution à la paix fondée sur le droit international et rien d'autre. Le fait est sans précédent. Une coalition gouvernementale composée de partis nationalistes suprémacistes et religieux ultra-orthodoxes est au pouvoir en Israël. Un gouvernement d'extrême droite, motivé par la volonté de saper les fondements démocratiques du pays et d'intensifier la politique coloniale en Cisjordanie. Cette dérive puise ses racines dans le choix historique de la colonisation. Depuis la guerre des 6 jours, l'armée israélienne a pris possession de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. La résolution 242 du Conseil de sécurité de 1967 a alors appelé au retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés pour l'instauration d'une paix durable. Mais elle est restée lettre morte. Mais pire encore, la colonisation n'a jamais cessé de s'intensifier jusqu'à aujourd'hui, où même un ministre du gouvernement israélien est venu à Paris dire que le peuple palestinien n'existait pas. Que les raisons soient politiques, sécuritaires ou religieuses de la politique de colonisation, elle est contraire à la légalité internationale. Elle viole les engagements de l'État israélien qui a ratifié dès 1951 la 4e Convention de Genève, dont je rappelle ici que son article 49 interdit l'implantation de populations nouvelles dans un territoire conquis à la suite d'un conflit. C'est sur ce fondement que les organes onusiens ne cessent de réaffirmer le caractère illégal de la colonisation israélienne. Les Palestiniens sont les principales victimes de cette longue dérive, à tel point qu'aujourd'hui, leurs conditions relèvent juridiquement d'une situation d'apartheid, telle que définie par le droit international des droits de l'homme et au fondement même des Nations unies. Les 3 critères posés par le droit international pour qualifier le régime d'apartheid sont réunis en Israël. C'est un régime institutionnalisé, c'est-à-dire qui est organisé par l'État et ses institutions et qui est gravé dans le marbre de la loi. Ce régime est un système, c'est-à-dire c'est une organisation cohérente d'actes ayant pour but la domination et l'oppression d'un groupe sur un autre. Ce régime est institutionnellement maintenu en place. Les centaines de résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies condamnant la colonisation israélienne des territoires palestiniens, les résolutions de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, les enquêtes et les rapports publiés par des associations et des organisations non gouvernementales israéliennes, comme Breaking the Silence ou B'Tselem, des ONG palestiniennes
comme Alak ou Adamer, et des ONG internationales, comme Amnesty International, démontrent qu'un système qualifié d'apartheid en vertu du droit international a bien été institué par l'État d'Israël. Certains font mine de le découvrir. Rappelons que dès 2006, l'ancien président américain, Jimmy Carter, écrivait ce terme dans le titre de son ouvrage sur la politique israélienne qui était « Palestine, la paix, pas l'apartheid ». Plus proche de nous, en mai 2021, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Jean-Yves Le Drian, avait, je cite, « Le risque d'apartheid est fort si l'on continue à aller dans une logique à un État ou du statu quo ». En octobre 2022, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, accompagné de 4 de ses homologues européens, qui écrivait, je cite, « Nous ne voyons pas d'autres alternatives que de reconnaître que les politiques et pratiques d'Israël à l'encontre des Palestiniens vivant en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza équivalent aux crimes d'apartheid. » Jacques Attali a également écrit en mars 2023, dans une note de blog intitulée « Sous la forme de questions vers un suicide du sionisme », je le cite, « Un jour prochain, les Palestiniens en viendront à renoncer à la revendication d'un État palestinien, à ce que la droite israélienne s'acharne à rendre impossible pour ne revendiquer que d'avoir les mêmes droits que ceux des citoyens de l'État d'Israël, plaçant le pays dans la même situation que l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. » Cela viendra, vous direz ça à Jacques Attali. Ces alertes doivent être entendues et les mobilisations pour la démocratie au sein de l'État d'Israël soutenues. Régime démocratique et régime d'apartheid consécutif à une politique coloniale ne sauraient coexister. Aussi, nous devons prendre conscience que la politique coloniale et d'apartheid menée par l'État d'Israël est un obstacle infranchissable à la viabilité de la solution à 2 États, et même avec une solution à un seul État, comme certains le prônent. C'est la raison pour laquelle cette proposition de résolution réaffirme son ferme soutien à la solution du conflit israélo-palestinien fondée sur la coexistence de 2 États, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem pour capitale des 2 entités, à savoir l'État d'Israël dont la sécurité serait assurée et un État de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, en vertu du droit à l'autodétermination de chacun et dans le strict respect du droit international. Ensuite, cette proposition de résolution condamne fermement, en tant que crime au sens du droit international, le régime d'apartheid institué par l'État d'Israël consécutif à sa politique coloniale. Et elle invite le gouvernement français à agir pour y mettre fin, comme le droit international l'exige. Elle propose au gouvernement français de reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit, comme notre Assemblée, ici, quasi unanimement l'a fait il y a maintenant près de 10 ans. Elle invite ensuite la France à déposer devant le Conseil de sécurité de l'ONU une résolution appelant à imposer à l'État d'Israël un embargo strict sur l'armement et propose d'établir des sanctions sur les personnalités politiques responsables les plus impliquées dans le crime d'apartheid. Elle invite enfin le gouvernement à abroger les circulaires illégales, selon notre droit européen, interdisant l'appel au boycott des produits issus des colonies. Elle rappelle qu'en droit international, le boycott est considéré comme une forme légitime d'expression politique et que les manifestations non violentes de soutien au boycott rappellent d'une liberté d'expression légitime qu'il convient de protéger. Mes chers collègues, je vous invite donc à sortir d'un silence qui permet l'impunité d'une politique d'occupation menée illégalement depuis plus de 5 décennies qui s'accompagne de violations des droits humains et libertés des Palestiniens. Je vous appelle à vous prononcer pour un ordre mondial fondé sur le respect du droit international et permettre ainsi d'ouvrir
des perspectives de paix durables pour le peuple palestinien et pour le peuple israélien. Merci de votre attention. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Saint-Huil pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, la résolution que nous étudions ce matin oblige à la mesure et à la nécessité de chercher ensemble le chemin de crête fragile qui nous permettrait de contribuer à la paix. L'antisémitisme doit être condamné et combattu sous toutes ses formes. Le terrorisme ne peut jamais être légitime, jamais acceptable pour défendre quelque logique que ce soit. La violation des droits humains doit systématiquement être dénoncée et combattue. Une fois que nous avons posé ces préalables, nous pouvons dire avec clarté et mesure que toute critique de la politique israélienne ne peut être frappée de fait du sceau de l'antisémitisme. C'est parce que l'État français reconnaît depuis toujours l'État d'Israël, parce que nous sommes des États amis, parce que nous voulons que la France joue un rôle de médiateur dans le conflit israélo-palestinien, parce que nous sommes attachés aux droits humains, parce que nous travaillons depuis longtemps avec l'autorité palestinienne, qu'il est de notre responsabilité de porter un regard de clarté et de sagesse. La résolution utilise le terme d'apartheid, un terme brutal, issu de l'histoire de l'Afrique du Sud, qui pose la question de savoir s'il est acceptable. Ce terme est pourtant repris à l'échelle internationale par la Convention de 1973, il est défini. Il n'est donc pas tabou, il faut pouvoir en discuter. Les faits constatés sont là. La colonisation des territoires palestiniens, condamnée par le Conseil de sécurité de l'ONU, la séparation des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, l'occupation du Golan et de ses réserves en eau, l'interdiction du droit au retour de la diaspora palestinienne, les raids armés, la capacité à contrôler les entrées et sorties de l'État de Palestine, ainsi que les multiples entraves juridiques, politiques, sociales par l'administration israélienne sont autant de faits reconnus internationalement. Cela constitue une partie de la définition de la Convention de l'ONU de 1973. C'est la clarté de le dire. Nier ces faits serait irresponsable, tout comme dire que cela constitue la réalité de l'ensemble du peuple palestinien. Aujourd'hui, les Arabes citoyens d'Israël vivent sans entrave. Ils peuvent notamment voter et se faire élire à la Knesset. C'est la clarté encore de dire cela. La clarté aussi, c'est de rappeler que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur la question des boycotts. Si c'est la clarté, cela pose la question de savoir s'il s'agit là de la sagesse. La sagesse, c'est de considérer que la France doit jouer un rôle moteur de médiation dans la situation diplomatique qui est la nôtre, et que sans doute, à l'échelle internationale, utiliser aujourd'hui ce terme d'apartheid disqualifierait la diplomatie française pour jouer ce rôle central, majeur, dans la discussion qui est face à nous. La réalité d'aujourd'hui, il faut le dire clairement, c'est que les acteurs protagonistes de la situation israélo-palestinienne sont issus de radicalités qui rendent les choses beaucoup plus difficiles. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou, accompagné de l'extrême droite israélienne, a plongé la situation globale dans une situation de tension que les Israéliens eux-mêmes dénoncent en descendant dans les rues. La place du Hezbollah, les actions du Hamas rendent encore plus difficile au quotidien, et c'est naturel, le dialogue entre les peuples, et ils doivent être là aussi dénoncés.
le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires souhaite que la solution française à deux États soit celle retenue, celle qui confirme inévitablement l'État d'Israël comme étant à sa place, celle qui confirme enfin que l'État de Palestine doit être reconnu, cohabitant en paix avec Jérusalem pour capitale, dans les frontières reconnues par l'ONU en 1967. C'est le seul chemin possible pour la paix, c'est le seul chemin possible pour la diplomatie française. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Aurore Berger pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, une fois par an, une niche parlementaire permet l'expression politique d'un groupe. Elle donne à voir, à tous, l'essence même de la politique qu'il souhaiterait mettre en place s'il accédait au pouvoir. Voici donc la priorité politique du Parti communiste français, contester le droit à l'existence et à la sécurité de l'État d'Israël. Voici donc votre priorité pour les Français. Il suffit de lire le titre de cette résolution pour voir qu'elle mêle, dans un même geste de détestation de l'État d'Israël, l'offense à la diffamation. L'offense à travers l'usage éhonté que vous faites du terme d'apartheid, car oui, les mots ont un sens et pas celui que vous leur donnez. En convoquant le souvenir de ce régime de ségrégation et de discrimination raciale en Afrique du Sud, vous ne blessez pas seulement les citoyens israéliens, vous insultez la mémoire des innombrables victimes de ce régime. Vous déformez ce qu'était la réalité de l'apartheid. La ségrégation systématique dans l'éducation, dans l'emploi, dans les espaces publics, les transports en commun, la police, la magistrature, l'absence encore de liberté d'expression, de circulation, de représentation politique, les lynchages, les tortures, les exécutions légalisées, les disparitions forcées. Voilà ce qu'était l'apartheid en Afrique du Sud. Bien plus, lorsque vous utilisez ce mot d'apartheid, lorsque vous affirmez que depuis sa création, l'État d'Israël aurait la volonté, je cite, de maintenir la domination d'un groupe ethnique sur un autre, vous ne tombez pas juste dans l'ignominie, vous démontrez votre méconnaissance totale de l'histoire et des idéaux qui ont fondé cet État. Une méconnaissance qui s'exprime encore dans l'affirmation qu'Israël aurait fait le choix historique, je cite, de la colonisation. C'est jeter aux oubliettes les premiers juifs qui s'y sont installés pour fuir l'horreur des pogroms. C'est faire fi qu'en 1948, en 1967, en 1973, Israël a lutté, oui, mais a lutté pour sa survie. Pourtant, vous vous enfermez dans ce déni de réalité, même quand les faits, oui, vous donnent tort. Comme lorsque vous osez affirmer que les 1,9 million d'Arabes israéliens seraient opprimés, dominés depuis 75 ans, alors que leurs droits sont garantis par la loi israélienne, qu'ils travaillent, qu'ils votent, en un mot, vivent pleinement en tant que citoyens de l'État d'Israël. Il vous suffirait de vous rendre à Tel Aviv pour voir que ces citoyens sont partout, dans les entreprises, dans les universités, dans les hôpitaux, sur les plages publiques et bien sûr même au Parlement, à la Knesset. Vous niez également les efforts de part et d'autre, et ce depuis 50 ans, pour aboutir par la négociation à la paix à une solution à deux États. Bien plus, alors que vous vous dites pour la négociation et le dialogue, vous appelez dans ce même texte à sanctionner les responsables d'un État souverain au nom d'un crime dont ils ne sont même pas reconnus coupables. Bien plus que l'incohérence, votre texte témoigne d'une hypocrisie, puisqu'alors que vous prétendez défendre le droit d'Israël à vivre dans la sécurité, quelques lignes plus bas seulement, vous souhaitez lui imposer un embargo en lui retirant tout moyen de se défendre. Devant de telles propositions, chers collègues, je vous le demande,
Comment pouvez-vous soutenir un texte qui tombe si ouvertement dans l'antisionisme? Car oui, nous le redisons, l'antisionisme, ce n'est pas la critique légitime des politiques et des gouvernements d'Israël comme pour n'importe quel État. L'antisionisme, c'est le reniement du droit d'Israël à exister et à se protéger. Vous niez ce droit quand vous insinuez dans ce texte qu'Israël aurait une visée d'hégémonie démographique, pour ne pas dire racialiste, depuis sa création. Vous le niez quand vous soutenez la campagne de boycott contre les produits israéliens, alors même que la justice française a reconnu que de telles actions étaient discriminatoires. Vous le niez quand vous ôtez aux Israéliens le droit à vivre dans la sécurité. Je sais pouvoir ici compter sur le soutien de députés engagés qui continueront à mener ce combat et à dénoncer cet antisionisme. Mais en conclusion, il y a une question que je voudrais vous poser, et une seule. Pourquoi une telle obsession? Pourquoi toujours Israël? Pourquoi pas la Chine? Pourquoi pas la situation des Ouïghours? Pourquoi pas la Syrie? Pourquoi pas le Yémen? Pourquoi pas l'Iran? Pourquoi sur plus de 200 États encore et toujours Israël? Alors oui, nous sommes clairs. Oui à une solution à 2 États souverains et démocratiques. Oui à la sécurité de l'État d'Israël. Oui à l'amitié entre nos 2 pays et nos 2 peuples. La parole est à Madame Hélène Laporte pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, depuis les premières implantations de colonies juives en Palestine, puis la naissance de l'État d'Israël, après l'un des pires génocides de l'histoire humaine et dans le sang de la guerre civile, une question habite tous les esprits attachés à la paix, celle de la cohabitation sur un même territoire de 2 peuples, revendiquant chacun la légitimité à s'y épanouir librement. En effet, depuis près d'1 siècle, la région n'a jamais pu connaître la paix. Après une longue période d'absence de tout dialogue, c'est sur la base d'une solution à 2 États que, s'il y a maintenant 30 ans, un processus de paix fut lancé sous l'égide de la communauté internationale. Ainsi, en septembre 1993, dans le cadre des accords d'Oslo, l'État d'Israël et l'Organisation pour la libération de la Palestine se reconnaissaient mutuellement comme interlocuteurs et représentants de 2 peuples israéliens et palestiniens, avancés sans précédent vers la paix dans la région. La poursuite de cette marche vers la paix était conditionnée à des gestes mutuels des 2 protagonistes. L'interruption de la politique de colonisation du côté israélien, l'abandon de la lutte armée du côté palestinien. Hélas, on revit l'expansionnisme colonial israélien s'intensifier, privant ainsi le peuple palestinien de toute chance de se constituer comme État sur un territoire continu. Parallèlement a émergé dans le camp palestinien un terrorisme de plus en plus meurtrier et intransigeant, notamment mené par le Hamas, organisation poursuivant un but clair de destruction de l'État d'Israël. Dès lors, l'ensemble du territoire israélo-palestinien s'enlise dans un conflit pouvant sembler insoluble où attentats des organisations palestiniennes et opérations militaires israéliennes se succèdent, éloignant toujours plus la perspective d'une résolution pacifique. Dans le texte que vous proposez aujourd'hui à notre vote, vous avez fait le choix du parti pris le plus radical. En effet, il attend de condamner une nouvelle fois la politique d'installation et de maintien des colons israéliens en Cisjordanie, au mépris des engagements passés des conventions de Genève, s'attaque à la construction du mur, condamne les violations des droits de l'homme pratiquées à l'encontre des civils palestiniens et va même jusqu'à reprendre, à la suite d'un récent rapport d'Amnesty International, le terme d'apartheid, dont l'emploi, hors de son contexte d'origine, ne sera jamais neutre. Parallèlement à cela, qui, sans les justifier, peuvent expliquer la violence de cette politique, sont comme inexistantes à vos yeux, alors qu'entre 2000 et 2008, plus de 700 civils israéliens ont péri dans des attentats suicides ou sous les roquettes du Hamas, le mot terrorisme n'apparaît même pas dans l'exposé des motifs de votre résolution. En réalité, et alors que la confiance des Palestiniens dans la seule autorité légitime pouvant les représenter en vue d'une paix s'est effondrée, qu'ils sont de plus en plus nombreux à placer leur seul espoir dans la lutte armée et que certains annoncent que la région est en train de connaître le début d'une 3e intifada, votre texte, qui tout en égrenant des griefs sur les gouvernants actuels d'Israël, par une omission que je ne peux pas croire accidentelle, blanchit ceux qui appellent à l'anéantissement de ce pays et même à la mort des Juifs et fait le jeu de ce terrorisme. Dans ce silence, comment ne pas retrouver la mansuétude envers le terrorisme anti-israélien que certains des co-signataires de ce texte ont déjà manifesté bien plus qu'ouvertement?
Ainsi, il y a quelques mois, l'un d'entre vous accueillait en grande pompe un homme précédemment condamné pour sa complicité dans une tentative d'assassinat, puis expulsé du territoire israélien en raison du danger de sa présence pour la sécurité publique, qualifiant même cette sanction de déportation. Comment juger la seule lettre de ce texte sans tenir compte du fait si évident de la proximité parfois ouvertement affichée des groupes politiques qui le portent avec des mouvements dont l'antisionisme est rarement très loin de l'antisémitisme, quoi que vous vous en défendiez. Ainsi, foncièrement biaisée dans sa logique, cette résolution entend faire prendre à la France le rôle inverse de celui qu'elle doit absolument continuer d'assumer vis-à-vis de ce conflit, celui d'un médiateur capable de ramener les protagonistes à l'ensemble des négociations dont la poursuite du seul but de la paix et de la défense des droits de l'homme. Pour que la solution à des États que nous soutenons puisse se concrétiser, une énième déclaration solennelle d'intention ne suffira pas. Il faudra en effet que la France dialogue avec chacune des parties au conflit afin d'aboutir aux concessions qui seront le préalable indispensable au retour de la paix. Nous voterons contre ce texte, dont l'esprit est diamétralement opposé à toute recherche d'une solution de paix. Et une question se pose surtout, à quel électorat vous adressez-vous ? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Aymeric Caron pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, au peuple palestinien, on a confisqué les terres, les maisons, la liberté, les droits. Certains voudraient aussi lui confisquer son histoire, son identité et tout espoir que justice lui soit un jour rendue. Ce peuple colonisé, harcelé, humilié, nous l'avons peu à peu éloigné de nos regards et de nos consciences. C'était une faute politique et morale. L'indifférence que nous manifestons désormais au sort des Palestiniens nous rend sourds à l'écho des victimes, pourtant toujours nombreuses et parfois très jeunes. Aucun observateur objectif ne peut le nier. Naître palestinien aujourd'hui est la promesse d'un destin entravé par l'injustice. Un Palestinien de Gaza vit prisonnier de sa minuscule enclave, de sa misère et des opérations militaires qui ensevelissent régulièrement des vies. Un Palestinien de Cisjordanie peut être arbitrairement privé de son habitation, de son terrain, de ses cultures. Ses déplacements sont contrôlés, limités. Il a moins de droits que les colons de plus en plus nombreux que l'armée israélienne protège. Un Palestinien de Jérusalem-Est peut aussi être expulsé de chez lui et s'il bénéficie de droits sociaux, il ne possède pas de droits politiques complets. Un Arabe israélien, quant à lui, est un citoyen de seconde zone. Il peut voter, être élu, mais il subit tout de même des discriminations dont certaines sont inscrites dans la loi. Est-ce que tous ces traitements particuliers peuvent être assimilés à une forme d'apartheid ? C'est l'avis de plusieurs organisations des droits humains comme Amnesty International, Human Rights Watch ou B'Tselem, lesquelles s'appuient sur la Convention des Nations Unies sur le statut de Rome de la Cour pénale internationale. C'est aussi l'avis de certains intellectuels israéliens, comme le journaliste Gideon Levy, qui écrit ceci. « Il n'y a plus aucun moyen de contester le diagnostic d'apartheid. N'y a-t-il pas d'oppression systématique, pas de domination, pas d'actes inhumains? Ils se produisent chaque nuit, même s'il n'y a personne pour le signaler, personne qui veuille le savoir. Et qui peut encore soutenir sans éclater de rire que l'occupation est simplement défensive et que sa fin se profile à l'horizon? Si elle n'est pas temporaire et pas équitable, alors qu'est-ce sinon l'apartheid? On entend le bruit qui court, ici même dans cette assemblée, selon lequel l'association du mot apartheid aux politiques israéliennes relèverait de l'antisémitisme. Cette critique, ou plutôt cette menace, nous la réfutons et nous la condamnons. La dénonciation de la politique menée par un gouvernement n'a jamais constitué une manifestation d'hostilité à l'égard d'un peuple ou d'un État. Dénoncer la croisade de George Bush Jr. en Irak n'était pas une prise de position raciste contre le peuple américain. Dénoncer l'agression de Vladimir Poutine contre l'Ukraine n'est pas une prise de position raciste contre le peuple russe. De la même manière, dénoncer le caractère belliqueux et illégal de décisions prises par le gouvernement israélien n'a aucun rapport avec la stigmatisation d'un peuple ou d'une religion. Et il faut le dire sans détour,
ceux qui veulent faire croire le contraire jouent avec le feu. Je tiens ici à être extrêmement clair. L'antisémitisme, je tiens à être extrêmement clair. L'antisémitisme, nous le vomissons. L'antisémitisme, nous le haïssons. C'est pourquoi nous ne tolérerons pas que la lutte intraitable qu'il convient de lui opposer soit instrumentalisée à des fins politiciennes qui nuisent au combat contre l'antisémitisme réel. Nous sommes du côté de la justice et du droit, en l'occurrence ici du droit international. Combien de résolutions l'ONU a-t-elle adoptées pour dénoncer l'occupation et la colonisation israélienne? Résolutions pourtant restées sans le moindre effet. C'est le droit précisément qui autorise l'appel au boycott des produits venus d'Israël. Cette option est une arme classique d'influence qui relève de la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme l'a d'ailleurs reconnu. Pourquoi pourrait-on appeler au boycott de produits américains, français, chinois et pas israéliens? Ça n'a aucun sens. Pour conclure, la résolution proposée par le groupe GDR nous semble imparfaite. Nous n'en cautionnons pas tous les mots, maladroits parfois, ni toutes les analyses. Mais, parce que pour la première fois dans l'histoire d'Israël, il y a au sein du gouvernement des forces qualifiées de fascistes qui n'hésitent pas à affirmer leur volonté d'annexer la Cisjordanie, parce que nous partageons le constat général proposé par ce texte et parce que nous jugeons indispensable la reprise d'un processus actif de négociation pour qu'Israéliens et Palestiniens puissent vivre en paix, en sécurité et en égalité de droits, nous voterons en faveur de cette résolution. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Meyer Habib pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Il y a quelques jours, nous commemorions Yom HaShoah qui coïncidait avec les 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie. Parmi ces héros en guenilles, il y avait des juifs laïcs, religieux, nationalistes et beaucoup de communistes. Ils avaient tous une seule phrase à la bouche. Beshana Haba B'Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. C'est cette phrase que les Juifs ont répétée pendant 2000 ans d'exil et de persécution, des croisades au bûcher de l'Inquisition, des pogroms cosaques à la Shoah. Enfin, en 1948, Israël est proclamé. Le rêve plurimillénaire du peuple juif se concrétise. Il retrouve sa terre ancestrale, sa capitale éternelle, Jérusalem, aussi appelée Sion. 75 ans plus tard, le fléau de l'antisémitisme qui ronge notre continent depuis des siècles est toujours présent, mais il a changé de visage. La haine des Juifs s'est muée en haine d'Israël, plus pernicieuse, plus politiquement correcte. Par un tournement cynique de l'histoire, vous, les groupistes Chavez et de Castro, accusez l'État d'Israël, seul État démocratique de la région, du crime d'apartheid. Vous appelez au boycott d'Israël. Mais boycotter Israël, c'est boycotter la démocratie. L'examen de cette résolution est en lui-même une honte pour la République, une honte pour l'Assemblée, une honte pour la gauche. Alors apartheid, vous dites. Israël, c'est l'inverse de l'apartheid. Un état de droit multiethnique, ouvert, démocratique, qui perpétue la tradition d'accueil du judaïsme. 2 millions de citoyens arabes vivent librement en Israël. L'arabe est une langue d'État, les médias publics émettent en arabe. La liberté de culte est inscrite dans la loi. Des députés arabes siègent à la Knesset, ont été ministres, magistrats et même membres de la Cour suprême. Le président de l'État est envoyé en prison par un juge arabe. Dans les hôpitaux, les écoles, le monde culturel, sportif, la police, l'armée, les Arabes s'épanouissent en citoyens libres. Accuser de crimes d'apartheid est un mensonge ignoble. C'est la plus grande fake news du XXIe siècle. C'est le carburant de tous les antisémites de la planète. En plus, vous ne vous rendez pas compte que l'esprit de cette résolution tue en France, de Copernic à Sarah Halimi, de la rue des Rosiers à Toulouse, l'antisionisme a tué. Vous êtes obsédés par Israël. Votre niche parlementaire démartèle par les retraites, par les salaires, par la répression islamiste en Iran, en Afghanistan, par la persécution des chrétiens d'Orient, celle des Ouïghours ou de Tibet. Non, Israël. Il existe un seul État juif dans le monde et 56 États musulmans.
Mais pour vous, un seul État juif, c'est un État de trop. L'apartheid, oui, il existe. Il existe dans la région. Mais dans les territoires palestiniens où un juif qui pénètre risque sa vie. Là-bas, la corruption et la répression règnent en maître. On défenestre les homosexuels, on bafoue les droits de la femme. Avez-vous l'outrecuidance néocoloniale de penser que 6 pays arabes qui ont signé un accord avec Israël l'auraient fait si c'était un régime d'apartheid? Votre haine vous aveugle. Pas un seul d'entre vous n'a condamné le meurtre récent de 3 fratries israéliennes, dont 2 enfants, 8 ans et 6 ans, Yaakov et Asher Plai, tués parce que juifs par des barbares à une station d'autobus. Les organes de certains de ces victimes ont été transplantés sur des Arabes. C'est ça l'apartheid? J'accuse cette gauche d'avoir remplacé la faucille et le marteau par la charia. Qui aurait imaginé que Drummond... Non, pardon. En 2023, l'Europe, les manifestations juives se multiplient. À Berlin, 80 ans après la nuit de cristal, les nazis criaient Judenraus, les islamo-gauchistes crient mort aux Judes en brandissant les drapeaux palestiniens. En France, dans vos cortèges islamo-gauchistes, vous avez fait porter l'étoile jaune à des enfants. Pour le retraite, il y a des drapeaux palestiniens partout. Mais quel rapport, mon Dieu! Le combat de ma jeunesse, c'était la lutte contre l'extrême droite antisémite. Aujourd'hui, l'antisémitisme est principalement à gauche. Quel retournement de l'histoire! J'accuse cette gauche d'avoir remplacé la République par le communautarisme. J'accuse cette gauche de faire de la haine d'Israël son fonds de commerce électoral. J'accuse cette gauche d'avoir accueilli en héros un terroriste à l'Assemblée nationale. J'accuse la gauche d'avoir refusé d'assister ne serait-ce qu'une minute à la commission d'enquête sur le meurtre de Sarah Halimi. J'accuse la gauche d'avoir tronqué le bleu ouvrier contre le vert islamiste, d'avoir imaginé que Drummond a trouvé ses héritiers. Qu'est devenue la gauche de Zola? Celle de Léon Blum, celle de Mendès-France, celle de Guy Mollet et d'André Blumel, qui permit à l'exodus de quitter la France, celle de Hollande, Valls et Cazeneuve. C'est l'heure de la vérité. À quelle gauche vous appartenez? Aujourd'hui, je ne suis pas simplement inquiet pour les Juifs, je suis inquiet pour la France. Anatole France écrivait que l'antisémitisme, c'est la mort de la civilisation. Tout le groupe LR, dont je suis fier, votera contre cette résolution de la honte avec clarté et détermination. Ce qui est en jeu dépasse la politique, dépasse nos intérêts partisans. Ce qui est en péril, c'est l'âme de la France. Cette résolution est mensongère et immorale. Refusons d'ériger le bûcher funéraire de notre idéal, celui des Lumières de la République. Mes chers collègues, il est minuit moins 1, l'histoire nous regarde. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Frédéric Zganski pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur. La proposition de résolution présentée par le groupe de la gauche démocrate et républicaine que nous étudions aujourd'hui entend avancer sur 3 éléments. La reconnaissance et la condamnation du régime d'apartheid institutionnalisé par l'État d'Israël à l'encontre du peuple palestinien, la reconnaissance de l'État de Palestine et la reconnaissance de la légalité de l'appel au boycott des produits israéliens. Je souhaite revenir tour à tour sur ces 3 points afin de préciser la position du groupe démocrate qui est, au moins en partie, en phase avec la position officielle de la France. Sur le premier point, le régime d'apartheid désigne le régime de ségrégation systématique et institutionnalisé mis en place en Afrique du Sud entre 1948 et 1991 par la minorité blanche afrikaner à l'encontre de la majorité noire. Elle constitue aussi un crime que l'on retrouve dans les statuts de la Cour pénale internationale, comme vous le rappelez. Cependant, chers collègues, en voulant englober l'ensemble des Palestiniens, cette proposition de résolution induit une confusion dans ses revendications. Alors que le régime sud-africain afrikaner appliquait une séparation stricte et généralisée entre noirs et blancs dans l'espace public et dans tous les domaines de la vie sociale, l'espace public et privé est mixte en Israël. Aussi, les 2 millions de citoyens israéliens arabes disposent, dans bien des domaines, des mêmes droits que leurs concitoyens, notamment sur le plan politique,
permettant d'ailleurs à 2 partis arabes d'être actuellement représentés à la Knesset. Un parti, le parti Ram de Mansour Abbas, a notamment fait partie de la précédente coalition gouvernementale en 2021. La qualification d'apartheid sur l'ensemble de la population ne semble donc pas convenir. Je voudrais pour autant condamner fermement, au nom de mon groupe, la politique coloniale soutenue par le gouvernement israélien en infraction à toutes les règles les plus élémentaires du droit international. Deuxièmement, concernant la reconnaissance de l'État de Palestine, la France a toujours soutenu la solution à 2 États, comme en témoigne le soutien à l'autorité palestinienne et la reconnaissance de la Palestine dans les organisations internationales. Le chemin reste complexe, mais face à une politique coloniale israélienne de plus en plus pressante, il nous apparaît plus que jamais nécessaire d'avancer vers la reconnaissance d'un État de Palestine afin d'offrir demain des solutions diplomatiques et politiques aux Palestiniens. Aussi, concernant la reconnaissance de la légalité de l'appel au boycott des produits israéliens, la France a pris en compte l'arrêt Baldassi de la Cour européenne des droits de l'homme au travers de la dépêche du ministère de la Justice du 20 octobre 2020, dans laquelle il est demandé au procureur de n'engager des poursuites qu'en cas d'appel à la haine ou à la discrimination, et non face à une simple action politique. Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a ainsi prononcé la clôture de l'exécution de l'arrêt Baldassi le 13 avril 2023, estimant que la France avait ainsi rempli ses obligations. Enfin, chers collègues, pour conclure, j'aimerais rappeler que la politique d'Israël, notamment de l'actuelle coalition au pouvoir, est légitimement critiquable et critiquée, notamment par la population israélienne elle-même. Le groupe démocrate ne soutient pas la politique autoritaire menée par ce gouvernement qui a à nouveau cette semaine provoqué la mort de civils palestiniens. Certains ministres actuels du gouvernement sont d'authentiques extrémistes religieux avec lesquels nous ne partageons ni valeurs ni objectifs. Mais Israël est une démocratie et le mouvement de protestation civique massif contre la refonte du système judiciaire en fournit l'éclatante démonstration. Il ne faut donc pas traiter ces réalités complexes en usant de comparaisons réductrices et simplistes. Ce conflit met aux prises 2 nationalismes, israélien et palestinien, dont les revendications sont contradictoires. Je le rappelle ici, comme le disait le président Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Cette résolution ne rapprochera pas les 2 parties d'une solution à 2 États comme nous le soutenons. Il s'agit d'un conflit territorial et politico-religieux qui doit trouver une solution pacifique via une négociation sincère en respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je vous sais attaché à ce principe, chers collègues. Face à un conflit aussi complexe, les nuances sont plus importantes que jamais afin qu'il ne fasse pas l'objet d'instrumentalisations politiques qui ne font pas avancer la paix. Aussi, si nous partageons votre volonté de faire reconnaître la violation des droits essentiels que subissent chaque jour des millions de Palestiniens, nous ne pouvons pas souscrire aux propositions de votre texte. Le groupe démocrate votera de ce fait contre cette proposition de résolution. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Israël, apartheid, boycott. Les 3 mots pour résumer votre proposition de résolution. Israël, un État démocratique. Apartheid, un crime contre l'humanité. Boycott, une sanction inique. À quelques jours du 75e anniversaire de la proclamation de l'État d'Israël, voilà où nous en sommes dans cet hémicycle, pris au piège dans de périlleuses surenchères. Mes chers collègues, monsieur le rapporteur, je comprends votre légitime volonté de provoquer le débat et sortir de l'indifférence dans laquelle le contexte international a plongé la question israélo-palestinienne. Et je ne vous conteste à aucun moment cette volonté de faire avancer le sujet à travers la discussion. Je réprouve aussi, je le dis tout de suite, toutes celles et tous ceux qui, de manière pavlovienne et un peu paresseuse ou réductrice, considéreront que toute critique de la politique d'Israël est
de l'antisionisme, voire de l'antisémitisme. Ce n'est pas le cas et nous devons et pouvons avoir ces discussions. Mais je le dis, monsieur le rapporteur, avec gravité, au nom de mon groupe et de mon parti politique, en utilisant la notion d'apartheid à propos d'Israël, vous posez mal le débat et pire, je pense que vous desservez la cause que vous prétendez vouloir défendre. Mardi dernier, le Parti socialiste a exprimé à l'unanimité sa position et son opposition à cette résolution et à l'usage du terme d'apartheid. Et il a réaffirmé notre inlassable engagement à la résolution du conflit israélo-palestinien et pour la paix au Proche-Orient. C'est dans ce sens que, dans quelques jours, les socialistes et les députés socialistes à l'Assemblée nationale proposeront une résolution dans laquelle nous espérons essayer de construire ensemble justement ce à quoi nous aspirons, c'est-à-dire de sortir de l'indifférence la question du conflit israélo-palestinien. Parce que voyez-vous, ce qui menace la paix, c'est l'idée qu'il n'y aurait pas de solution politique, diplomatique et pacifique à ce conflit. C'est la seule solution, c'est évidemment la reconnaissance des deux États souverains vivant côte à côte en sécurité, en respectant les dispositions du droit international et le droit à l'autodétermination des peuples. Le droit à l'existence et à la sécurité d'Israël a été reconnu depuis 1948 et doit être défendu sans relâche, mais le droit à la reconnaissance d'un État démocratique, souverain et viable de la Palestine, en paix aux côtés d'Israël, fondé sur une reconnaissance mutuelle, sur la base des lignes de 1967, avec Jérusalem pour capitale de ces deux États, doit continuer à être notre boussole. Je rappelle que cette Assemblée, en 2014, comme le Sénat, ont voté une résolution portant sur la reconnaissance de l'État de Palestine qui, malheureusement, n'a pas été suivie des faits. Nous dénonçons évidemment dans ce contexte la politique de colonisation des gouvernements israéliens successifs et notamment le virage à l'extrême droite du gouvernement actuel. Nous dénonçons l'installation de ces colonies illégales dans les territoires palestiniens, les expropriations, les restrictions de circulation, les atteintes aux droits humains et la violence croissante exercée par les colons. Nous condamnons également le recours disproportionné à la force lors d'opérations militaires des forces israéliennes dans les territoires palestiniens. Et à un moment où Israël traverse une crise importante dans son histoire, nous soutenons les centaines de milliers d'Israéliens qui descendent dans la rue pour s'opposer à la dérive illibérale, pour marquer leur attachement à l'état de droit. Mais une fois que nous avons dit cela, nous ne pouvons pas souscrire à l'utilisation du terme d'apartheid et à la légalisation du boycott contre les produits israéliens, car l'analogie avec la situation politique d'antan en Afrique du Sud est dépourvue de sens. L'apartheid était un régime de politique intérieure, racialiste, classant les individus. Rien de tel, évidemment, en Israël, où les mariages mixtes existent, où la même éducation est fournie, où l'espace public est partagé, où les personnes sont traitées de la même manière dans le système de santé. Et le terme d'apartheid est lui-même inapproprié pour qualifier juridiquement la situation d'occupation militaire du territoire palestinien. Et je veux ajouter un point qui me tient à cœur, c'est que par ce terme, vous racialisez, vous essentialisez un conflit entre des Israéliens et des Palestiniens, conflit de territoire, et vous le transformez en un conflit entre les Juifs et les Arabes, voire entre les Juifs et les musulmans. Et cette essentialisation est importante, y compris pour nous, parlementaires français, qui devons tout faire pour, refuser toutes celles et ceux qui veulent importer le conflit sur notre territoire. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis, nous souhaitons aller de l'avant, que nous travaillerons, que nous vous proposerons avec notre résolution la volonté de rechercher cette paix et cette solution viable et durable à deux États en Israël et en Palestine. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Stéphanie Kocher pour le groupe Horizon et Imparentés. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues. Le conflit israélo-palestinien est à la fois un sujet de passion et de raison. C'est un sujet grave qu'il nous faut aborder avec modestie et lucidité. C'est dans cet esprit que je voudrais revenir sur les 3 points majeurs de cette proposition de résolution. La reconnaissance définitive d'un État de Palestine, la qualification de crime d'apartheid et enfin la question du boycott et des circulaires Alliomarie et Mercier.
D'abord, concernant la reconnaissance d'un État de Palestine. La France est l'amie du peuple israélien et du peuple palestinien. Elle a reconnu l'État d'Israël dès sa création et a voté pour la reconnaissance de la Palestine comme État observateur aux Nations Unies. Elle est engagée de longue date en faveur d'une solution à 2 États, garantissant la souveraineté de la Palestine et la sécurité d'Israël. Nous devons donc continuer à soutenir le peuple palestinien dans son aspiration à devenir un État souverain. L'État d'Israël doit cesser ses implantations illégales en territoire palestinien et respecter les frontières établies avant la guerre des 6 jours. Nous condamnons aussi l'occupation des territoires palestiniens et les blocus au sein de la bande de Gaza. Il faut de même poursuivre nos efforts d'aide humanitaire aux Palestiniens pour leur redonner des perspectives de développement économique face aux expulsions et démolitions dont ils sont victimes. Mais la reconnaissance définitive de l'État palestinien ne peut se faire qu'au prix d'une réconciliation durable intra-palestinienne. Si et seulement si le Hamas, organisation terroriste, accepte définitivement l'existence de l'État d'Israël et renonce à la violence. Ensuite, dans cette proposition de résolution, il y a la qualification de crime d'apartheid. Chers collègues, quelques ONG ne peuvent présider à l'esprit de nos débats par la publication de rapports partiels et partisans. C'est avec le droit international comme seule boussole et la perspective d'une solution à 2 États que nous pourrons agir sur le long terme en faveur d'une paix durable. Avec cette boussole, il est de notre devoir de rester précis dans la qualification des faits. Notre Assemblée ne peut en aucun cas qualifier la politique de l'État d'Israël comme régime d'apartheid. Nous l'affirmons haut et fort, seules les institutions internationales peuvent qualifier ce crime. Or, il n'y a à ce jour aucune résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, ni du Conseil de sécurité, ni de condamnation de la CPI reconnaissant un crime d'apartheid en Israël. Et pour cause, les citoyens arabes d'Israël sont représentés au gouvernement, au Parlement, occupent des postes de direction et des emplois à responsabilité. Il n'y a donc pas de répression systématique de l'État d'Israël d'une ethnie ou d'une race. Il y a un conflit qui oppose 2 populations, 2 territoires, aux histoires étroitement liées. L'enjeu véritable se trouve sur le régime d'occupation, que la France condamne systématiquement. Enfin, sur la question du boycott, soyons fermes sur ce point. Les appels à la haine, les actes antisémites doivent être combattus inlassablement et avec la plus grande fermeté. Le boycott est une forme légitime d'action collective qui ne devrait jamais être instrumentalisée pour des actes de violence ou pour des propos haineux. Vous demandez dans cette proposition de résolution l'abrogation des circulaires Alliot-Marie et Mercier sur le fondement de l'arrêt Baldassi de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais cet arrêt ne condamne pas l'interdiction du boycott en cas d'appel à la haine ou à la discrimination. Il dit simplement que sur le cas précis des sanctions qui ont été prises contre des personnes ayant appelé au boycott de produits israéliens, ces sanctions étaient injustifiées car l'action en question n'impliquait ni acte de violence ni propos haineux. L'arrêt suggère donc que des appels au boycott pourraient bien être sanctionnés s'ils constituaient un appel à la haine ou à la violence. Il ne peut donc pas servir de fondement à l'abrogation des circulaires Alliot-Marie et Mercier. De fait, aujourd'hui, et depuis une dépêche adressée au parquet le 20 octobre 2020, les procureurs n'engagent des poursuites qu'en cas de boycott constituant un appel à la haine ou à la discrimination, et non face à une simple action politique. Il est regrettable que sur un tel sujet, nous ne puissions débattre d'une proposition de résolution équilibrée, fondée sur le droit international et exacte dans son appréciation du droit européen. Ce n'est malheureusement et nullement le cas de la présente proposition de résolution. Vous l'aurez compris, le groupe Horizon et Apparentés votera contre cette proposition de résolution. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Sabrina Sebahi pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues,
J'aurais souhaité que nous ayons, loin des excès et des anathèmes, un débat apaisé et constructif sur ce sujet ô combien symbolique et inflammable. Au moment où j'ai l'honneur de m'adresser à vous sur la situation de cette terre 3 fois sainte du Proche-Orient, il me vient à l'esprit les préconisations de Victor Hugo. Dites le vrai, ne me racontez pas un opprobre notoire comme on raconterait n'importe quelle histoire. Au fond, la question qui nous est posée par cette résolution est aussi terrible que simple. Comment caractériser à la fois politiquement et juridiquement la situation subie par le peuple palestinien? On nous oppose aujourd'hui un débat sémantique, en nous disant en substance que le terme apartheid n'est pas le bon, car il se rapporte à une situation historico-géographique précise, à savoir l'Afrique du Sud. La réponse est fort simple. Si le terme apartheid désignait à l'origine le régime politique de l'Afrique du Sud à l'époque où régnait explicitement la ségrégation raciale, cela fait longtemps qu'il a été adopté par la communauté internationale pour condamner et réprimer pénalement de tels systèmes et pratiques où qu'ils existent dans le monde. En l'espèce, de quoi parlons-nous en utilisant ce terme? D'une grave violation des droits humains, ainsi qu'un crime contre l'humanité en vertu du droit pénal international. Personne n'ignore ce constat. Cela fait des années qu'il existe au sein même de la société israélienne, mais également à l'international, parmi les juristes et les ONG. Quel est ce constat? Les gouvernements israéliens successifs soumettent les Palestiniens à des politiques discriminatoires et d'oppression qui constituent au regard du droit international un crime d'apartheid. Notez qu'à ce stade, il ne s'agit même pas d'une appréciation politique, mais d'une qualification juridique. En Israël, 1,5 million de Palestiniens sont victimes de discriminations qui vont de la nationalité au mariage en passant par l'accès au travail ou par exemple au permis de construire. Dans les territoires occupés, c'est l'armée israélienne qui contrôle l'accès à l'eau de Cisjordanie. Aucun droit ne régit le travail des Palestiniens, les soumettant à un arbitraire où ni salaire minimum, ni âge minimum, ni durée légale du travail n'existent. Les Palestiniens vivent sous l'arbitraire de la juridiction militaire à l'intérieur d'une succession de bantoustans isolés, entre lesquels il n'est pas possible de circuler sans autorisation israélienne. Chaque année, en moyenne 700 enfants, j'ai bien dit 700 enfants, sont arrêtés, interrogés, détenus par l'armée israélienne et jugés par les tribunaux militaires. Jugés donc d'un pays que l'on qualifie de démocratie et qui fait comparaître devant la justice militaire de simples enfants. Dans la bande de Gaza, la situation est encore pire. Les Palestiniens y vivent un cas extrême d'oppression systémique, blocus, privation des produits de première nécessité, bombardements fréquents, mais je vous passe une liste qui serait trop longue à énumérer. Alors permettez-moi de convoquer ici la mémoire de Zev Sternel, grand historien et vrai patriote israélien qui affirmait « Je suis malheureux de voir Israël prendre un chemin qui pourrait aboutir au plus grand des désastres, car l'occupation continue de la Cisjordanie ne peut être éternelle, c'est une situation coloniale et d'apartheid. » Seule la députée a la parole. Allez-y, madame la... Monsieur le député, vous connaissez le règlement de l'Assemblée nationale. Merci de ne pas interrompre l'oratrice. Et si vous souhaitez faire un rappel au règlement, vous pourrez le faire à la suite. Merci. Allez-y, madame la députée. Merci, madame la présidente. Mais mes chers collègues, ce n'est pas tout de constater car la situation ne fait qu'empirer. Et ce n'est pas que mon avis, mais également celui de Jimmy Carter, Ehud Barak, Avraham Burg, ancien président de la Knesset, Michael Ben Yair, ancien ministre de la Justice, de Human Rights Watch, Amnesty International, des ONG israéliennes comme B'Tselem et même de Michael Link, rapporteur spécial de l'ONU sur les droits de l'homme, qui qualifiait pas plus tard que l'année dernière d'apartheid les confiscations de terres incessantes, les colonies exclusivement juives en expansion constante, un double système juridique, le fossé énorme entre les conditions de vie des colons israéliens et des Palestiniens qui vivent parmi eux, et l'écart important concernant les droits politiques. Mais mes chers collègues, je ne fais qu'énumérer des faits et les faits sont têtus. Les témoins sont nombreux en Israël et en dehors. Voilà où nous ont mené des années de colonisation, de spoliation de terres, de vexation et d'humiliation collective. Cette résolution est capitale. Et ce que vous voterez sera gravé dans le marbre. Dans un futur proche, ce seront les historiens et nos enfants qui se pencheront sur cette période et qui, comme en Afrique du Sud, flétriront ceux qui furent au mieux aveugles, au pire complices.
Il n'est que la France qui se targue dans le monde d'une spécificité toute particulière, être le pays des droits de l'homme. Soyons-en dignes. Et permettez-moi de conclure avec les mots du président Chirac. Tant que les Palestiniens ne peuvent pas gérer leurs propres affaires, tant qu'ils n'ont pas le droit à la dignité comme tous les autres peuples, les frustrations et les ressentiments persisteront. Madame la députée. Et nous connaissons tous les fruits amers qu'ils produisent. Je vous remercie. Merci. Monsieur Meyerabi, pour un rappel au règlement. Sur quel fondement, s'il vous plaît? Madame la Présidente, je demande, oui, j'ai un appel au règlement pour fait personnel. Le débat est forcément passionné, le débat peut être rouleau parfois, les uns écoutent les autres, c'est ça la démocratie. Mais lorsqu'un député de la République insulte et traite de connard un de ses collègues dans l'hémicycle, on dépasse toutes les bornes, hélas, ce n'est pas la première fois dans cette Assemblée avec une partie de cet hémicycle. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur le député, j'entends votre appel au règlement. Pendant que la députée était en train de conclure sa discussion générale, je me suis renseignée auprès des services du compte-rendu qui n'ont pas entendu cette insulte. Écoutez, si vous ne faites pas confiance au service de la séance, c'est votre souci, monsieur le député. Pour le moment, ce mot n'a pas été entendu. Monsieur le député, on ne remet pas en cause ni la présidence ni les personnels de la séance. Je vous remercie. La parole est à madame Emmanuelle Ménard en tant que députée non inscrite. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, notre Assemblée est réunie ce matin pour débattre d'une résolution accusant Israël d'être un régime d'apartheid. Rien que ça. Déjà en juillet dernier, 38 députés issus des 4 groupes de gauche avaient déposé un texte semblable avant de le retirer. Pourquoi? Mystère. Mais voilà que les mêmes, un peu plus nombreux, recommencent et osent une nouvelle fois, sans honte. Oui, sans honte, vous osez comparer une des nations les plus démocratiques au régime infâme qui existait jadis en Afrique du Sud. Il est vrai que vous avez été aidés. Même Amnesty International s'en est mêlé, qui, en février 2022, a publié un rapport certes accablant, mais comme l'explique Luc de Barochet, rédacteur en chef du service Monde de l'hebdomadaire Le Point, factuellement erroné, moralement injuste et politiquement contre-productif. Les auteurs du rapport le reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes en expliquant que le traitement des Palestiniens par Israël n'est ni identique ni même comparable à la manière avilissante dont la minorité blanche sud-africaine opprimait les Noirs entre 1948 et 1994. Mais qu'importe, Israël a bon dos. Dès lors, la question se pose, pourquoi utiliser ce terme d'apartheid pour Israël quand l'ONG de défense des droits de l'homme ne s'en sert ni pour décrire le sort des Kurdes en Turquie, ni celui des musulmans dans la région du Xinjiang en Chine, enfermés par centaines de milliers dans des camps de rééducation et stérilisés de force par les autorités communistes? Serait-ce une fois de plus le deux poids, deux mesures dont Amnesty sait faire preuve à l'occasion? On n'est pas toujours la Bible des droits de l'homme. Mais revenons à aujourd'hui. Cette nouvelle attaque contre Israël vient encore une fois du même camp politique, l'extrême gauche, par un odieux calcul électoral, par clientélisme. Grappiller quelques voix dans certains quartiers ne peut pas faire de mal, mais aussi par véritable détestation pour certains. On ne va quand même pas rater une occasion de salir Israël et de montrer les Juifs du doigt. Dans un contexte lourd, chargé d'air saturé du lent poison de l'ignorance qui fait lui-même le lit du complotisme. Et derrière le complotisme, bien sûr, l'antisémitisme, la haine des Juifs. Rappelez-vous certaines pancartes pendant le Covid. Ces attaques contre Israël en disent long, car vous n'attaquez pas l'État juif pour ce qu'il fait, et il y a matière à en dire, comme pour tout État, mais bien pour ce qu'il est. Vous utilisez encore et toujours les mêmes ficelles, toujours aussi faciles, toujours aussi misérables, toujours aussi dangereuses. Oui, attaquer Israël comme vous le faites, c'est évidemment une première marche vers l'antisémitisme. Et certains d'entre vous le savent parfaitement. Issaoui Frej, militant de gauche humaniste et qui fut le deuxième ministre musulman de l'histoire d'Israël, il est entré au gouvernement en 2021, l'a dit et bien dit.
Israël a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus dans le pays et aussi évidemment dans les territoires occupés. Mais Israël n'est pas un État d'apartheid. Le géopolitique français Dominique Moïsi démonte également cette comparaison odieuse en expliquant, écoutez-le, qu'en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, aucun noir n'était président d'une des plus grandes banques du pays. Au temps de l'apartheid, les Noirs ne constituaient pas la moitié ou presque de l'équipe nationale de rugby. Au temps de l'apartheid, blancs et noirs ne pouvaient étudier ensemble ou même se retrouver assis les uns à côté des autres sur une même plage. Au temps de l'apartheid, des médecins noirs ne soignaient pas des patients blancs dans le meilleur hôpital du pays. En Israël, aujourd'hui, c'est un arabe israélien qui préside aux destinées de la banque Leumi. Ce sont des Arabes israéliens qui constituent la moitié ou presque de l'équipe nationale de football du pays. Sur les plages de Tel Aviv ou celles de la mer Morte, Arabes israéliens et Israéliens juifs sont côte à côte. Il n'y a pas de plage réservée aux uns ou aux autres. Faut-il encore rappeler qu'Israël comptait un parti islamiste dans sa coalition gouvernementale sortante? Vous le savez parfaitement, mais vous n'en dites rien. Le concept d'apartheid décrit une réalité spécifique, à nul autre pareil. L'appliquer à Israël, c'est laisser croire, à dessein, pour plaire à certains, que le conflit actuel est d'ordre ethnique alors qu'il est l'affrontement de deux nationalismes sur le même territoire. Rien de moins et rien de plus. Encore un mot à l'adresse de mes collègues communistes. Qui est le premier pays à avoir reconnu de façon pleine et entière le nouvel État d'Israël à sa naissance en 1948? L'URSS. Mais ça aussi, vous avez dû l'oublier. Vous l'avez compris, je voterai bien sûr contre cette résolution. Merci Madame la députée. La discussion générale est close. La parole est à Madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de débuter mon intervention par une évidence. La France est l'amie d'Israël. La France est indéfectiblement attachée à la sécurité d'Israël. Et c'est aussi ce lien indéfectible, cette amitié profonde, fondée sur un attachement à des valeurs communes, qui permet à la France d'entretenir un dialogue franc avec nos amis israéliens et de dire les choses clairement. Dire les choses clairement, c'est bien les nommer. Et à cet égard, nous ne pouvons que rejeter l'utilisation du thème d'apartheid, largement excessif, largement déplacé. Nous rejetons ce vocable d'abord parce qu'il porte une charge lourde, attachée à des souffrances épouvantables, à des mémoires meurtries, dans des circonstances bien particulières, celles de l'Afrique du Sud. Et comme l'a justement rappelé la présidente Berger, le détournement des morts ne sert pas la cause de la paix. Ensuite, parce que notre seul objectif, le seul objectif que nous devrions tous avoir ici, c'est que tous les civils, israéliens et palestiniens, voient leur sécurité garantie. Et cette rhétorique d'escalade n'y aide pas. Ce sont, je crois, de périlleuses surenchères, comme l'a dit Monsieur le député Gage. Je souhaite aussi rappeler ici les mots du président de la République. Il y a trop souvent, chez certains, derrière des affirmations antisionistes, un discours hostile au peuple juif qui rappelle une période sombre de notre histoire. Nous devons combattre avec la plus grande fermeté ces formes latentes d'antisémitisme. Venons-en maintenant à la question de la reconnaissance de la Palestine en tant qu'État. Vous connaissez la position constante de la France.
nous soutenons la solution à 2 États, qui est la seule solution qui permette aux peuples israéliens et palestiniens de vivre en paix côte à côte. Cette solution ne peut être obtenue que par la négociation directe entre les parties, dans le cadre du droit international et des paramètres internationalement agréés, et dans l'objectif d'établir 2 États vivant dans la paix et la sécurité au sein de frontières sûres et reconnues. Et c'est pourquoi la reconnaissance de l'État palestinien, pour être utile, ne peut intervenir que comme aboutissement de ces négociations. Un règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien est du reste essentiel pour garantir la stabilité et la sécurité de la région. Et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la France sait la responsabilité qui est la sienne pour faire respecter et appliquer le droit international. Des négociations sont en cours. Les parties ont récemment pris des engagements concrets à Aqaba et Sharm el-Sheikh. Il faut encourager ce mouvement. Il faut continuer à œuvrer à la désescalade et à œuvrer pour la paix. Et nous continuerons donc nos efforts. Et la ministre des Affaires étrangères, Madame Catherine Colonna, se rendra à Berlin le 11 mai prochain pour discuter de la question avec ses homologues allemands, égyptiens et jordaniens. Et il s'agit de tracer des perspectives pour l'avenir immédiat. Enfin, sur le sujet des appels à boycott, la liberté d'expression doit toujours être conciliée avec le respect de l'ordre public. La liberté d'expression ne saurait impliquer la liberté d'inciter à la haine et à la discrimination. Et cette conciliation est réalisée par le juge. Dans le cas d'espèce, le juge européen des droits de l'homme a défini un cadre clair. Les appels à boycott sont autorisés uniquement dans la mesure où ils émanent d'un particulier et ne comportent aucun propos haineux ou discriminatoire. Il ne fait pas de doute que tout appel à boycott qui se transformerait en appel à la discrimination ou à la haine sera pénalisé par le même juge européen. Dans ce contexte, la France s'est conformée à ses obligations par la voie d'une circulaire du ministère de la Justice en date du 20 octobre 2020, demandant au procureur de n'engager des poursuites que dans le cas où l'appel au boycott s'accompagnerait précisément d'appels à la haine ou à la discrimination. Et cela est pleinement conforme à l'arrêt Baldassi de la Cour européenne des droits de l'homme, et le comité des ministres du Conseil de l'Europe l'a confirmé en prononçant la clôture de l'exécution de l'arrêt Baldassi contre la France le 13 avril dernier. La France est donc pleinement dans la légalité. Plus généralement, ce gouvernement est déterminé à concilier ces 2 principes essentiels à la démocratie et à l'état de droit. Liberté d'expression d'une part et lutte contre les discriminations et les discours de haine et notamment l'antisémitisme d'autre part. Et nous ne transigerons jamais sur la lutte contre l'antisémitisme. Et je m'étonne que certains bancs contestent cette politique qui devrait faire l'unanimité. Aussi, je veux remercier tous ceux qui ne cautionnent pas les stratégies de division. En conclusion, Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement, vous vous en doutez, ne peut émettre qu'un avis défavorable sur cette proposition de résolution. Mesdames et Messieurs les députés, je dois maintenant quitter cet hémicycle pour un débat au Sénat sur l'Ukraine, ce qui me permet de rappeler les positions parfois aussi étonnantes de certains sur la Russie. Je vous prie de m'excuser car je ne serai pas en mesure d'entendre l'explication du vote. Une autre personne du gouvernement sera là. Je vous remercie de ces débats et je reste évidemment à votre disposition. Merci. Merci Madame la Ministre.
Avant d'en venir aux explications de vote, je vous informe que sur le vote de la proposition de résolution, je suis saisie par le groupe Renaissance et le groupe Gauche démocrate et républicaine d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Explication de vote pour le groupe Gauche démocrate et républicaine, Madame Elsa Fossillon. Merci Madame la Présidente. Pourquoi aujourd'hui mon groupe a décidé, à l'occasion de cette journée d'initiative parlementaire, de mettre à l'ordre du jour cette proposition de résolution pour qualifier le régime politique israélien de régime d'apartheid? Pourquoi nous l'avons fait? Vous nous dites, vous auriez pu avoir d'autres propositions pour permettre d'aboutir à une solution de paix ou en tout cas pour pouvoir exprimer votre solidarité. Si nous n'en parlons pas, personne n'en parle ou si peu. Vous êtes les plus silencieux qui existent sur la situation que subissent quotidiennement les Palestiniens et les Palestiniennes. Nous en parlons pour sortir du silence. Pourquoi nous voulons qualifier ce régime politique comme un régime d'apartheid? Beaucoup d'organisations internationales aujourd'hui le font, le documentent. De très nombreux intellectuels et responsables politiques en France, à travers le monde, en Palestine et en Israël le font et le documentent. Nommer les choses, qualifier les choses, nommer les responsabilités, c'est un chemin vers la paix. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix. Il nous faut à tout prix pouvoir nommer les choses pour aboutir au dialogue dont la ministre parle. Oui, nommer l'apartheid, c'est un chemin vers la paix et cette paix, elle conditionne l'apaisement des autres conflits du Proche et du Moyen-Orient. À ceux et celles qui nous disent à ceux et celles qui nous rétorquent que ce serions nous qui racialisons la question israélo-palestinienne. Mais écoutez donc ce que Benyamin Netanyahou lui-même dit de son régime. C'était il y a quelques années. Que nous dit-il? Israël n'est pas l'État de tous ses citoyens, mais l'État-nation du peuple juif et uniquement du peuple juif. Et c'est ce système d'oppression et de domination infligé à la population palestinienne qui a été pérennisé sans équivoque dans la loi État-nation de 2018 en consacrant en règle le fait que l'État d'Israël, je cite, est l'État-nation du peuple juif. Lui-même le dit. Aujourd'hui, les droits d'un Palestinien pour pouvoir avoir cette nationalité lui sont interdits quand un Argentin juif va pouvoir accéder à la nationalité israélienne. Vous voyez bien à quel point nous sommes confrontés à un système profondément inégalitaire, basé sur des discriminations et basé lui-même sur cette racialisation. Nous réfutons également, et c'est peu dire, toutes les attaques qui consistent à assimiler cette critique d'un régime politique à de l'antisémitisme. Pourquoi nous le faisons? D'abord, je le dis, c'est une insulte profonde à notre passé comme à notre présent. Pour nous, du groupe communiste et des ultramarins, c'est une insulte profonde. Et je vous rappelle, chers collègues, que quand les communistes dénonçaient le système d'apartheid en Afrique du Sud, nous étions bien seuls, car la classe politique, à cette période, quand nous soutenions Nelson Mandela et quand nous dénoncions l'apartheid, vous nous traitiez de terroristes. Alors franchement, profil bas. Mais surtout, chers collègues, ces accusations en antisémitisme, sur quoi elles pèsent le plus? Elles pèsent le plus sur la situation des Palestiniennes et des Palestiniens, parce que c'est le refus d'avancer vers une solution de paix. C'est ce qui permet le silence et c'est ce qui permet l'impunité d'Israël. Voilà ce que permettent ces insinuations et ces accusations diffamatoires. Arrêtez vos insultes. Ce sont des accusations diffamatoires qui nous éloignent d'un chemin de paix. Donc oui, nous sommes particulièrement
fiers et c'est dans la gravité aujourd'hui que nous vous proposons ce texte. Et je dis à tous les collègues qui, sous une pression qui devient insupportable et qui cherchent à pousser au silence toutes celles et ceux qui veulent une solution de paix et qui veulent en finir avec les humiliations, les crimes qui sont commis tous les jours, quotidiennement vis-à-vis des Palestiniennes et des Palestiniens, de sortir de cette pression. La solidarité internationale, la qualification des responsabilités, c'est ce qui permettra une solution de paix. Ayez ce courage. Bravo. Merci, Madame la députée. Mes chers collègues, nous avons réussi à avoir un débat relativement apaisé jusque maintenant sur ce sujet. Mes chers collègues, entre le brouhaha des bancs pendant la prise de parole de la ministre et jusqu'à maintenant, je vous demande d'avoir juste de l'attention pour l'orateur, s'il vous plaît. Et je le fais avant le groupe Renaissance, chers collègues. Merci. La parole est à Monsieur Mathieu Lefebvre pour le groupe Renaissance. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, avec le groupe GDR et cette proposition de résolution rime avec obsession. Il n'aura pas fallu quelques semaines au début de cette mandature pour que vous déposiez un texte qui assimilait le peuple juif, je cite, à un groupe racial. Et c'est la seule chose qui a changé dans le fond avec cette nouvelle version de votre proposition de résolution. Peut-être vous êtes-vous rendu compte qu'en renvoyant à la race juive du 19e siècle, vous alliez là trop loin et vous commettiez là une erreur absolument scandaleuse. Ce que nous disons sur ce texte, nous ne disons pas que vous êtes antisémite. Nous disons que ce texte comporte toutes les raisons pour un antisémitisme démocratique, qui est le pire des antisémitismes, celui qui se pare de l'antiracisme, l'antisémitisme qui se pare de tout ce qu'il y a de pire. Vous lui laissez libre cours. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'il s'inscrit aussi dans un contexte qui est absolument dommageable, celui dans lequel vos parlementaires reçoivent M. Corbyn, celui dans lequel Mme Panot fait un tweet sur le Veldiv sans qu'elle soit incapable d'évoquer les victimes juives, celui dans lequel vous recevez à l'Assemblée nationale un membre d'une organisation terroriste condamné par des aveux enregistrés pour la tentative d'assassinat du grand rabbin d'Israël. Voilà dans quel contexte et voilà dans quel agenda vous vous organisez. Sur l'apartheid. L'apartheid, mes chers collègues, ça n'est pas une définition juridique. Nous faisons ici de la politique. Et la politique, c'est rappeler que le régime d'apartheid, c'était un régime en Afrique du Sud, régi par des lois qui étaient fondées sur le racialisme biologique. Voilà ce à quoi vous faites référence. Et en faisant référence à cet apartheid, vous faites référence à ce qu'il y a de pire dans l'histoire, aux faussaires de l'histoire. Vous êtes des faussaires de l'histoire. En faisant cela, non seulement vous criminalisez l'État d'Israël, mais vous le présentez, et Gérald Goetz l'a dit avec beaucoup de courage, sous un prisme racialiste. Et cela, mes chers collègues, ça ne fait pas progresser la paix d'un millimètre. Pas plus que mettre au banc un État-nation ne fait progresser la paix d'un millimètre. Pas plus que importer un conflit sur notre sol ne fait progresser la paix d'un millimètre. Bien au contraire. Pour l'ensemble de ces raisons, évidemment, le groupe Renaissance s'opposera avec force à cette proposition de résolution, mais nous combattrons et nous continuerons à combattre votre obsession qui vous mène aujourd'hui à dire des choses qui dépassent votre pensée, je veux l'espérer. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Audoul pour le groupe Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, le groupe communiste aurait pu déposer une proposition de résolution pour dénoncer la politique coloniale et l'invasion menée par l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien. Le groupe communiste aurait pu déposer une proposition de résolution pour dénoncer les atteintes aux droits humains au Qatar ou en Arabie saoudite. Le groupe communiste aurait pu déposer une proposition de résolution pour demander l'émancipation des femmes en Iran. Ou même, le groupe communiste aurait pu demander une résolution pour demander le pluralisme politique à Cuba ou au Venezuela. Dans le cadre de sa niche parlementaire, le groupe communiste a retiré deux textes. Deux textes ont été retirés, mais pas celui-ci. Pas celui-ci visant Israël, parce que votre obsession contre Israël est pathologique et même elle est électoraliste.
avec cette obsession, vous ne dénoncez pas seulement l'État d'Israël, mais vous jetez nos compatriotes de confession juive en pâture à tous les antisémites. Vous les mettez en danger chez nous. Cette proposition de résolution, chers collègues, cette proposition de résolution n'est pas la dénonciation du gouvernement de l'État d'Israël. Cette proposition de résolution, c'est la remise en cause de l'existence même de l'État d'Israël. L'État d'Israël est le seul État juif au monde. C'est la seule démocratie de cette région du monde. C'est un État où toutes les ethnies et toutes les religions ont leur place. C'est un État qui lutte pour sa survie depuis 1948. C'est un État démocratique, chers collègues, pour preuve les manifestations contre la réforme de la justice qui rassemble des centaines de milliers de personnes. Chers collègues, cette proposition de résolution s'inscrit dans l'accueil de l'antisémite Corbyn, dans l'accueil de l'antisémite Salah Hamouri, dans les propos nauséabonds que certains de vos représentants de la NUPES ont envers la politique de l'État d'Israël. Chers collègues, vous ne mesurez pas les conséquences de ces textes chez nous, où nos compatriotes de confession juive subissent le terrorisme islamiste, où nos compatriotes sont en danger, où ils sont insultés, où ils sont stigmatisés, où ils sont aujourd'hui agressés parce qu'ils sont juifs en France. Chers collègues, l'État d'Israël a le droit à la sécurité, ne vous en déplaise. Et il est honteux que dans notre hémicycle, nous ayons des députés de la République qui font le jeu de terroristes islamistes, qui reprennent les arguments des frères musulmans, qui reprennent les arguments du Hamas pour appeler au boycott, pour appeler à la stigmatisation, pour faire des parallèles scandaleux entre un État démocratique et un crime contre l'humanité. Donc, chers collègues, notre position est très claire. C'est celle de la France depuis bien longtemps. Nous voulons la paix au Proche-Orient. Pour que la paix au Proche-Orient puisse avoir lieu, il faut d'abord que l'État d'Israël et les Israéliens soient en sécurité, que leur avenir soit garanti. Et très clairement, nous souhaitons également, et c'est pour ça que nous voterons contre cette résolution honteuse au relent antisémite, nous souhaitons la paix au Proche-Orient et la sécurité pour nos compatriotes de confession juive. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Ercilia Soudé pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, chers collègues, oui, c'est vrai, ce texte a des limites. Mais au regard du poids de l'histoire, nous ne pouvons pas nous abstenir ou voter contre ce texte dont il parle d'un sujet important, celui du respect des droits humains. Cette proposition de résolution apporte quelque chose d'essentiel, un débat public sur l'apartheid israélien. Alors je le sais, ce mot d'apartheid fait peur à beaucoup d'entre vous. Il vous rappelle le terrible passé de l'Afrique du Sud. La situation en Israël et en Palestine n'est pas tout à fait similaire à celle de l'Afrique du Sud, mais la définition juridique du crime d'apartheid permet de dépasser le cas sud-africain. Il ne faut pas avoir peur des mots. Ils permettent d'appréhender la réalité. Le but n'est pas de jeter de l'huile sur le feu ou de remettre en cause l'existence d'Israël. L'objectif demeure la paix. Pour soigner un mal, encore faut-il établir le bon diagnostic. Je vous invite à lire le rapport très documenté d'Amnesty International et ceux de l'ONU. Yehuda Shaul, ancien militaire israélien et cofondateur de Breaking the Silence, vous expliquerait aussi que, je cite, « il y a un consensus total au sein de la communauté des droits humains en Israël.
Lorsqu'on parle de la situation des Palestiniens dans les territoires occupés, il s'agit d'un apartheid. Cet apartheid a des conséquences terribles. 15 000 Palestiniens n'ont pas accès à l'eau, à l'électricité, qui sont gérés par Israël. Les checkpoints et contrôles militaires sont permanents. L'État d'Israël exproprie des terres agricoles au profit des colons. Les Palestiniens peuvent être mis dehors en pleine nuit, sans autre forme de procès. Que dire aussi du nouveau réseau routier qui sépare en deux Jérusalem, avec une partie pour les Israéliens et l'autre pour les Palestiniens. On l'appelle, justement, la route de l'apartheid. Suzanne Power de l'ONG ALAC a déclaré « Le plaidoyer le plus important pour nous, c'est que les pays tiers reconnaissent cet état d'apartheid. Entendez cet appel pour les Palestiniens, mais aussi pour les Israéliens. Car la lutte interne pour la démocratie israélienne ne peut aboutir sans la fin de l'apartheid et de la colonisation. » Avant de voter, chers collègues, rappelez-vous enfin ces mots de Desmond Tutu. Rester neutre en situation d'oppression, c'est choisir le camp de l'oppresseur. Chers collègues, l'histoire vous regarde. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Annie Genevard pour le groupe Les Républicains. Merci, Madame la Présidente. Le terme d'apartheid de l'intitulé de cette résolution est calomnieux et indécent. Il ne correspond en rien à la situation d'Israël. Il n'a rien à voir avec le régime d'apartheid qui a sévi en Afrique du Sud. Les orateurs qui se sont succédés à la tribune l'ont dit, ont donné de multiples exemples empruntés à la vie quotidienne d'une cohabitation pacifique. Est-il besoin de rappeler qu'Israël est une démocratie, la seule dans cette partie du monde, fragile, menacée et qui doit être défendue? Cette accusation est d'autant plus indécente que le peuple juif a vécu l'un des pires génocides de l'histoire. Mes chers collègues, êtes-vous déjà allés à Yad Vashem? On ne ressort pas indemne d'une visite de Yad Vashem. Je m'interroge de savoir si les auteurs de cette résolution sont jamais allés en Israël. Êtes-vous déjà allés en Israël, chers collègues communistes? Avez-vous rencontré tous les acteurs de ce pays? Je l'ai fait à 2 reprises et j'ai rencontré toutes sortes d'acteurs israéliens et palestiniens de toutes sortes de confessions et d'opinions politiques. Et si je n'ignore pas les difficultés des uns et des autres à partager une même terre, votre vision outrancière et binaire ne rend pas compte de la réalité complexe de ce pays. Des Arabes israéliens vivent paisiblement en Israël et jouissent des mêmes droits que les Juifs israéliens. Des Palestiniens travaillent tous les jours en Israël et tous ne sont pas forcément favorables à 2 États. Sachez-le, c'est aussi cette réalité complexe qu'il faut entendre. Israël a noué ces dernières années, et c'est un phénomène majeur dans cette partie du monde, a noué des partenariats avec le monde arabe. C'est une étape considérable dans les équilibres géopolitiques de cette région du monde. Vous n'en dites pas un mot, vous n'en dites pas un mot. Dans votre obsession d'opposer juifs et arabes, vous n'en dites rien. On aimerait aussi vous entendre sur les attaques dont sont l'objet Israël tous les jours, par l'envoi de missiles depuis la bande de Gaza, tous les jours, pas un mot de votre part. On ne vous a pas entendu condamner les attentats à Tel Aviv encore il y a quelques jours. Cette résolution, chers collègues Lecoq, n'est pas, comme vous le dites, une contribution à la paix. C'est précisément tout le contraire. Elle est outrancière, elle est indécente. Elle ne peut qu'attiser un antisémitisme toujours prompt à renaître, qui a pris le visage d'un antisionisme radical, qui ne se cache plus. Cette résolution, pour le groupe Les Républicains,
n'appelle rien d'autre qu'un rejet déterminé. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Louis Bourlanges pour le groupe démocrate. Mes chers collègues, Madame la Présidente, mes chers collègues, c'est sans doute un des débats les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés, qui suscite en nous des réactions multiples, confuses, contradictoires, et c'est assurément un débat qui mérite mieux que des noms d'oiseaux et des procès d'intention. Nous avançons, et M. Zginski, notre porte-parole, l'a dit avec beaucoup de sobriété, nous avançons sur un terrain qui est extrêmement dangereux, et nous y avançons, en tout cas c'est l'opinion de notre groupe, nous devons nous y avancer avec le secours de la raison, de la prudence, de la modération, le sens des responsabilités. Nos convictions sont claires. Nous sommes d'abord marqués par la remontée de l'antisémitisme un peu partout dans le monde et notamment dans notre pays. Nous croyons d'abord que cette montée de l'antisémitisme conduit à rendre difficile une approche totalement objective du problème posé par la politique de l'État d'Israël. Nous sommes présents, nous sommes conscients de ça. Nous sommes aussi, et je le dirai parce que c'est un terme qui n'est pas très à la mode, nous sommes aussi dans notre groupe résolument sionistes. Pourquoi ? Parce que le sionisme, c'est-à-dire la reconnaissance du droit des Juifs qui le veulent à vivre dans un État souverain, libre et indépendant, a été reconnu, est à la base de la décision fondatrice d'Israël. Mais là où je ne voudrais pas caricaturer, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le rapport du vice-président de la Commission des Affaires étrangères, qui n'interviennent pas en cette qualité dans ce débat, et M. Lecoq a très clairement dit lui-même son attachement et l'attachement de son groupe à un État souverain, protégé d'Israël. Donc ne caricaturons pas. Nous sommes en revanche en face d'une situation claire. C'est que pour que cet État existe, pour que cet État légitime, cet État libre, cet État souverain existe, il ne doit pas être seul. Il faut qu'il y ait un autre État. C'est ce que les plus éclairés des dirigeants israéliens, et je pense évidemment avec l'émotion qui nous anime tous quand nous pensons à lui, au souvenir d'Isaac Rabin, c'est ce que les grands, les meilleurs de l'État d'Israël ont compris. Il faut deux États. Il faut un État pour les Juifs, un État pour les Palestiniens et des garanties internationales très fortes pour assurer la stabilité et la sécurité de ces deux États. Le reproche, le refus de cette solution par Israël, qui est de plus en plus manifeste, est effectivement très grave. Très grave. Il est... Je vous en prie. Monsieur... Il enferme... Monsieur le député. Si vous permettez... Bon. Monsieur le député. Bon. Seul Monsieur le Président Bourlanges a la parole. Temps de parole, merci. Il est clair que le refus de deux États est une situation qui enferme Israël dans une situation terrible, qui l'abonne à un développement incessant de la violence, qui l'a conduit à mettre en cause, et vous avez eu raison de rappeler que c'était le seul État démocratique de la région, mais remettre en cause ses principes, comme les populations israéliennes l'ont marqué en faisant reculer M. Netanyahou sur ses projets en matière de justice. Et en plus, il condamne Israël, il condamne l'ensemble à avoir comme seule solution un État unique dans lequel les Juifs seraient en minorité. C'est pourquoi nous sommes favorables sur ce fond à cette analyse. En revanche, nous ne vous suivons pas, et je finis,
Nous ne vous suivons pas, Monsieur Lecoq. Nous ne vous suivons pas parce que nous considérons que le terme d'apartheid est réducteur, inapproprié. Il ignore la spécificité juridique et géopolitique du pays. Il est stérile, il stigmatise, il creuse un fossé alors que nous devons ouvrir des ponts. Et quant à vos solutions, elles me paraissent inopérantes. Nous faisons confiance, nous estimons que la solution viendra de deux sources. D'abord, la communauté internationale qui a fondé Israël et qui doit se réunir pour imposer, pour conduire les acteurs concernés à une solution raisonnable. Et d'autre part, le peuple israélien lui-même qui doit effectivement défendre les principes sur lesquels Israël a été fondé et la démocratie qui est la marque de fabrique de cet État. Nous n'approuverons pas pour ces raisons la résolution proposée par M. Lecoq et ses amis. Merci. La parole est à M. Olivier Faure pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Je vais me placer dans les pas sages du président Bourlanges à l'instant. Le débat est évidemment inflammable, mais nous devons le dire aussi ici, il doit être possible. On ne peut pas disqualifier a priori celles et ceux qui le posent avec une accusation d'antisémitisme parce qu'il servirait simplement à taire et à mettre une chape de plomb sur la situation qui existe aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien. Il n'est pas possible de faire silence sur ce que régit aujourd'hui un gouvernement que, vous savez, conduit par une coalition de droite et d'extrême droite. Il n'est pas possible de parler à la fois, comme vient de le faire le président Bourlanges, d'une solution à deux États, alors même que la colonisation encouragée par le gouvernement Netanyahou conduit précisément à rendre impossible cette solution. Et c'est la raison pour laquelle nous devons chercher l'équilibre en permanence ici, faire en sorte que nous puissions trouver une solution et ne pas laisser monter les frustrations, parce que ne pas parler, ne pas dire ce qui se passe, c'est aussi encourager, exacerber les tensions qui naissent ici et ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle nous devons non pas forcément approuver le sens de la résolution, mais approuver le fait que le groupe communiste aujourd'hui ait posé le débat sur la situation vécue par les Palestiniens. Mais effectivement, la question est de savoir comment on pose le débat. Tout à l'heure, Elsa, qui a fait une très belle intervention, qui a fait une magnifique intervention, mais il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec elle. Effectivement, il faut nommer les choses, mais pour reprendre Albert Camus, mal nommer les choses, c'est aussi ajouter au malheur du monde. Et c'est la raison pour laquelle nous n'approuverons pas cette résolution. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme Gage, essayez d'être un peu au niveau parfois. Nous n'approuverons pas cette résolution parce qu'effectivement, il ne s'agit pas d'apartheid. Ça a été dit par Jérôme Gage. En Israël, les citoyens arabes israéliens ont les mêmes droits que les citoyens juifs israéliens. Il n'y a pas de distinction opérée entre les uns et les autres. Et l'évidence, c'est que aller jusqu'à parler d'apartheid, même si le débat existe et qu'il n'est pas porté uniquement par le groupe communiste, il est porté y compris en Israël par des Israéliens, par des Juifs israéliens. Et donc, n'allons pas chercher noise ici ou là en expliquant qu'il y aurait ici des gens qui poseraient un débat qui n'existerait nulle part ailleurs. Il existe et donc il doit avoir lieu. Mais la raison pour laquelle nous refusons cette qualification, c'est qu'effectivement, il conduit à une essentialisation du débat. Il y a aujourd'hui un conflit territorial entre Israéliens et Palestiniens.
et le transformer à travers la qualification d'apartheid en débat entre juifs et musulmans, entre juifs et arabes. C'est une faute parce qu'elle ne permet pas ensuite de trouver une solution. Et ce que nous cherchons ici, ce que nous devons chercher ici ensemble, c'est de ne pas parler pour les uns, pour les Palestiniens, pour les autres, pour les Juifs israéliens, mais parler pour toutes et tous, faire en sorte que la parole de la France soit d'abord la parole de la paix, qu'elle soit une parole de justice, qu'elle soit une parole qui donne sa place à chacune et à chacun, aux Israéliens, Juifs comme aux Palestiniens. C'est ce que nous devons défendre ici. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, je m'indigne quand je vous écoute, en écoutant sur les bancs de droite et d'extrême droite, ne pas avoir un seul mot pour les Palestiniens, n'avoir de mots que pour disqualifier celles et ceux qui, aujourd'hui, veulent protéger le peuple palestinien. Nous devons chercher ensemble la paix. Oui, la paix, maintenant. Monsieur le député, s'il vous plaît. Seul monsieur le député Faure a la parole. La parole, et je pense que vous allez écouter attentivement, est à Madame Stéphanie Kocher pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Oui, la France doit soutenir la Palestine dans son aspiration à devenir un État souverain. Mais nous ne pouvons le faire alors que le Hamas continue aujourd'hui d'envoyer des roquettes sur le territoire israélien. Oui, la France doit condamner les colonisations et le régime d'occupation, mais on ne peut pas qualifier unilatéralement un crime d'apartheid. Oui, la France doit protéger la liberté d'expression, mais elle ne peut pas le faire au risque de voir se propager des propos discriminatoires et des appels à la haine. Le groupe Horizon et apparentés votera donc contre cette proposition de résolution qui représente une vision biaisée, partisane, fondée sur les rapports de quelques ONG au mépris de l'état du droit international. Merci Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix la proposition de résolution. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 276, exprimé 270, majorité 136, pour 71, contre 199. L'Assemblée nationale n'a pas adopté.